J'ai reçu un courrier de la CAF encore pour ma prime d'activité. Ils m'ont dit on veut bien vous la donner, mais en échange vous devez nous donner toutes les sources de toutes vos vidéos. Et je comprends pas parce que mes sources je les mets dans les descriptions à chaque fois. Je crois que c'est F2Sous qui m'a balancé. Ah, la célébrité, c'est dur à gérer, hein, je te promets. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Nickel. Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi ça va extrêmement bien comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est l'heure d'attaquer le troisième épisode du cinéma de la vraie gauche. On va parler d'un film, un seul malheureusement, mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à en dire. Un pays qui se tient sage, réalisé par David Dufresne, a.k.a. Davduf, a.k.a. Dadu, a.k.a. Didi, a.k.a. On va rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais que vous allez me dire, mais attention, c'est un film de gauchiste, wokiste, multipluriel, intersectionnel, avec un sociolecte qui descend l'institution policière et qui encense sans concession les gilets jaunes qui ont comme seul maître à penser Étienne Chouard. Eh bien, détrempez-vous, si vous êtes mouillé, et détrompez-vous. Certes, ce film va nous montrer des images de manifestants et de manifestantes se faire agresser, mutiler, tuer par des policiers, certes, mais en fait, il s'agirait, et c'est là tout le discours du film, d'une police qui ne serait pas républicaine. Et donc, nous devons rêver d'avoir de nouveau une police républicaine, comme à l'époque de la... Allez, on commence du coup avec notre premier intervenant, Alain Damasio, que j'aime moi personnellement appeler Alain Gomasio, au regard du fait qu'il assaisonne parfaitement bien le monde des pensées avec ses réflexions, toutes plus pertinentes les unes que les autres. Je vous rappelle quand même qu'on parle d'un poète qui a écrit un poème du nom de Une vie passée à caresser une vitre, qui commence par tu postes, tu likes, t'hésites, tu swipes, et qui se conclut par Une vie passée à caresser une vitre, gavée d'images qui ne te prendront jamais dans leurs bras, de bombes et de beaux gosses trop choux. Autrement dit, dans ta gueule, la Gen Z. Mis à part Alain Gomasio, nous avons un personnage prénommé William Bourdon. Alors, je vous arrête tout de suite. Non, il n'y a aucun lien familial, aucun rapport. Essayez de grandir un petit peu. Voilà, tout de suite, vous voyez William Bourdon, vous vous dites ah, bah, c'est forcément le cousin de Maya l'abeille. Pas du tout. Déjà, Maya l'abeille, comme vous le savez aussi bien que moi, elle est fille unique. C'est très bien expliqué dans le dernier épisode de la saison. Qu'est-ce qu'il vient nous dire William? William il vient nous expliquer qu'il n'est pas choqué que l'État ait le monopole de la violence légale, que c'est pour lui la condition d'une république moderne, que c'est la condition de la démocratie, que c'est la condition du bien vivre ensemble, carrément. Voilà, dans vos dents, les anarchistes et autres accablent nonobstant, vous voyez, William n'est pas choqué. Eh non, William qui est avocat au barreau de Paris et qui est directeur du cabinet d'avocats Bourdon et Associés, il n'est pas choqué. William qui a été l'avocat de Daniel Mitterrand, il n'est pas choqué. William qui a appelé en 2007 à voter Royal et en 2012 à voter Hollande, il n'est pas choqué. Voilà, contrairement à vous, bas peuple composé de ceux qui ne sont rien, qui sont complètement choqués. Voilà, désolé, je suis un petit peu agressif, mais moi les gens choqués, ça me dégoûte un petit peu. On continue donc avec notre avocat qui est loin d'être choc-bars et qui nous dit ce qui fait qu'on peut basculer dans une démocrature, c'est que le légal est effacé au profit de l'illégitime. Voilà, je reviens pas sur la fusion des deux mots dictature et démocratie, n'en déplaise aux fans de Gomasio. Ce qui est important là à comprendre, c'est qu'en démocratie, les coups de tonfa dans la margoulette, ils sont légaux, et en dictature, ils sont illégitimes. Ou l'inverse, je sais plus. J'ai pas tout compris. C'est un avocat, c'est pas simple à tout comprendre. Et il va ajouter que la police républicaine française est touchée par des soupçons d'illégitimité vis-à-vis de sa violence. Et que ça commence à faire un sacré nombre d'années que c'est le cas. Elle nous manque, cette police qui n'était touchée d'aucun soupçon d'illégitimité. C'était dans les années 90 avant Jésus-Christ,
Même avant, je crois, jadis, tout ça, un truc. Ensuite, on va avoir une autre intervenante, qui va, parler un petit peu de la même chose. C'est, Monique Chemillier-Gendreau, qui est, juriste et fille de colon également. Elle nous dit qu'ils sont rares les moments, mais qu'il y en a eu dans l'histoire où, un pays avait une police républicaine. Bon là, elle donne pas, le pays en question, elle donne pas la date non plus, elle donne pas de source en fait. Ce qui est un petit peu mal vu en ce moment. Je tiens d'ailleurs à vous rappeler que mes sources sont en description de tous les épisodes. N'hésitez pas à aller les voir. Monique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le pouvoir est trop vertical et qu'il faudrait un peu plus d'horizontalité du pouvoir pour que les choses se passent un petit peu mieux. Bah là, je sais très bien ce que vous allez me dire. Ça n'a aucun sens vu que le pouvoir, c'est la verticalité par essence et que demander du pouvoir plus horizontal, ce serait demander une verticalité plus horizontale. Eh bien, je vous arrête tout de suite parce qu'en fait, je ne vous entends pas. Car la vidéo a déjà été faite. Donc ça sert absolument à rien de formuler des critiques devant la vidéo. Et même en commentaire, en fait, je peux pas la modifier. Il n'y a pas de bouton modifier la vidéo. Puis, après, j'aurai les qualités de montage pour le faire. C'est pas le souci. Mais je j'ai pas le temps. Euh, je vous arrête aussi tout de suite sur les critiques que vous formulez à l'égard de Monique, qui est quand même juriste. Donc voilà, elle a un vrai métier, contrairement à beaucoup d'entre nous. Et puis elle a fait voilà des études, elle a des diplômes. Je pense qu'elle a lu énormément de livres. Hein. J'avais compté, c'était 4762 livres à peu près. Donc je doute par exemple qu'elle fasse des fautes d'orthographe. Et à mon avis, elle serait très compétente pour gouverner. Voilà, contrairement aux fachos, qui sont beaucoup trop bêtes. Bien évidemment, je ne parle que des fachos qui font des fautes d'orthographe. Les autres, j'ai rien contre vous. Même si je suis pas d'accord avec vos idées, je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de les écrire correctement. On découvre ensuite Ludivine Bantini, qui est une historienne française et qui, je vous rappelle, avait vu François The Bégodeau dire d'elle qu'elle s'était fait passer dessus par toute la fabrique, la maison d'édition. Donc j'en avais parlé dans le premier épisode de cette chaîne, allez le voir. Et donc, bah, c'était quand même un grand moment de féminisme, porté par un homme féministe qui est probablement le plus féministe de ce siècle. Moi, ça m'a beaucoup aiguillé sur les chemins à prendre pour que les femmes soient mes meilleurs alliés dans la lutte contre le patriarcat. Et je leur remercie. Qu'est-ce que nous dit Ludivine? Eh bien, elle est en train d'essayer de dialoguer tant bien que mal avec un policier syndicaliste et elle va lui poser cette question, elle va lui dire vous devez vous poser la question, en toute éthique, en toute déontologie, quel ordre servez-vous? Ce à quoi le policier ne va pas répondre, malheureusement, l'ordre 66 MDR, ce qui aurait été un petit moment sympa, en fait, dans ce film qui est pas simple à voir. Voilà, ça aurait fait un petit moment rigolo, un petit moment d'humour, un petit peu de fanservice aussi pour les derniers fans restants de Star Wars, qui doivent être les mêmes personnes qui sont encore fans de Camelot en 2023, je pense. Il est, dommage que ce policier ne réponde pas à la question de Ludivine, malgré qu'elle soit très pertinente. Et donc, moi, je pense que ça pourrait être pas mal qu'on aille voir dans notre entourage des policiers, des policières, et les accompagner à se poser des questions en toute éthique et en toute déontologie, à s'agenouiller devant eux également, à leur déposer des gerbes de fleurs, bien sûr, en leur souriant, exactement comme l'avait fait Marine Karen Tondelier, qui, je l'espère, pour vous, pour moi, pour elle, sera la candidate la candidature commune de la vraie gauche pour les élections de 2027. Nous avons ensuite un chauve qui cite Hannah Arendt. Hannah Arendt qui est la plus grande défenseur, déf- non, défendrice, bah non, bah la plus grande protectrice de l'humanité tout entière, exactement. Alors, enfin, tout entière. Malheureusement, il y a une frange révolutionnaire antiraciste incontrôlable qui nous provient des États-Unis d'Amérique,
qui viserait à nous faire croire que Hannah Arendt a tenu des propos et a eu des postures extrêmement négrophobes durant les luttes anti-ségrégationnistes aux États-Unis et pas que. C'est toute l'accusation qui est portée par, c'est une philosophe américaine, Catherine Sophia Bell, dans son livre intitulé Hannah Arendt et la question noire. Voilà, je vous invite à aller le lire pour vous faire mon propre avis, mais honnêtement, vous avez sûrement déjà raison à son sujet. Il est temps de profiter de du retour de notre cher avocat qui nous informe sur le fait qu'il comprend les bavures. Quel courage! Quel courage de sa part de nous dire ça. Il comprend les bavures, mais il va quand même nuancer ce propos un peu trop républicain avec le fait qu'il trouve qu'il y en a trop. Et que quand il commence à y avoir trop de bavures, eh ben, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment des bavures? Mais des bavures qu'il comprend pas. Et pas. La pensée complexe des avocats, c'est quelque chose. Hein. Moi, j'ai pas encore ce niveau-là. Il va continuer en nous expliquant que la police a été sacrifiée par les politiques. Voilà, quelle belle analyse, quelle belle compréhension de l'institution policière et de son rôle dans la société. Mais il s'arrête pas là et il va terminer son intervention en décrivant le fait que l'état d'urgence est rentré dans le droit commun. Il décrit ça comme un acte symbolique terrible. Et on pourrait croire, hein, à tort, malheureusement, que c'est un tout petit peu plus qu'un acte symbolique, mais non. En fait, non, non, non. Alors là, pourquoi bah, faut se laisser porter par le flot de notre avocat, je pense, et lui faire confiance. Il connaît mieux ces choses-là que nous. Ensuite, on va avoir dans ce film, on a bien évidemment d'un côté de ce film des personnes manifestants, manifestantes qui viennent témoigner des violences qu'elles ont subies, mais on va avoir également des policiers qui vont faire face à des violences subies par leurs collègues. Et on en a un notamment, il est incroyable, c'est Benoît Barret. Il m'a beaucoup touché. Il a sa voix qui monte dans les aigus, là, ça pourrait lui faire repousser les cheveux. Et qu'est-ce qu'il va faire, Benoît? Parce qu'on sent en fait que c'est probablement la première fois qu'il est face à une caméra, parce que ça sonne extrêmement faux, hein, vraiment. Et dans cette fausseté non assumée, on va trouver une vraie sincérité. Celle d'un homme chauve, mais pas que, qui doit prouver pour la première fois de sa vie à la caméra qu'il est un être humain. Et on sent que c'est d'une difficulté, d'une complexité pour lui, que vraiment on ressent une empathie très très forte. Ensuite, il va être questionné au sujet d'une violence policière qu'il voit diffusée face à lui. Et il va trouver le courage de dire, je le cite, au regard des images, effectivement, on peut parler, on peut, effectivement, se poser la question de savoir ce qui s'est vraiment passé, silence. Effectivement, c'est des images qui sont choquantes. On peut parler des policiers qui font preuve de mauvaise foi, parfois, si je peux me permettre cette rime. Des policiers qui vont couvrir leurs collègues, même si voilà, on se doute que c'est des policiers qui sont, moi je qualifierais de semi-républicains. Et donc, on a quand même là face à nous quelqu'un qui a le courage de dire les termes. Et d'ailleurs, en soutien à ce policier, Benoît Barret, j'aimerais que vous mettiez pause et que vous chantiez Étienne d'Affida Turner. Voilà. Moi, je le fais pas, je peux pas. Je peux pas mettre pause parce que je suis dans la vidéo. Voilà. Donc c'est pas, enfin, je vois pas comment je peux plus vous expliquer que ça, mais c'est pas possible en tout cas. On continue avec le très connu et très célèbre et surtout très beau Fabien Jobard, qui est directeur de recherche au CNRS. Donc c'est l'endroit où il y a le toboggan hyper rapide là, où il y a les particules qui se cognent à toute vitesse pour faire des bing bang et des trous noirs, en gros. Donc je pense voilà que Fabien, lui, il prend des particules de police et il les fait rentrer super vite dans des particules de gilets jaunes, puis après il doit analyser ça dans des tubes à essai, dans des Erlenmeyer, des doubles fentes de Young, je sais pas.
Et donc Fabien Jobard qui est présent, tout le film d'ailleurs, ça aurait pu s'appeler, «Où est, Fabien Jobard?» sauf que ça aurait été hyper facile parce que, on le voit en gros plan. Que nous dit, alors sauf si, il y a des moments où on le voit pas dans le film, c'est sur les images, des manifestations en fait. Là, il est jamais dessus. Et donc, cette fois, Fabien, il va venir nous parler de, la vidéo des 150 jeunes de Mantes-la-Jolie qui ont été arrêtés et qui ont été, mis à genoux, les mains sur la tête durant plusieurs heures et qui a mené à une enquête d'un juge, pour torture par personne dépositaire de l'autorité publique. Que nous dit Fabien Jobard au sujet de cette vidéo? Eh bien, le sosie vocal de Raphaël Enthoven nous dit: «Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance, ça, c'est pas possible». Ah voilà, on est d'accord avec Fabien, effectivement, hein, le problème n'est pas l'acte en soi. Le problème, c'est bien d'avoir, filmé en faisant: «LOL». Il a dû en faire cogner quand même pas mal, des particules, Fabien, pour nous sortir un truc pareil. Merci à lui. Il me semble important de terminer sur l'intervention de ceux, qui, subissent quotidiennement la violence et qui font un travail fantastique. Je parle bien évidemment de notre ouvrier de la sécurité, notre policier chauve, Benoît Barret, qui va revenir nous exprimer sa colère et sa tristesse vis-à-vis de l'absence de recherche de contexte, quand on parle de violences policières. Même si ces mots sont insupportables dans un état de droit. Et donc, avant de jeter l'opprobre du bain du bébé sur le policier mi-républicain, mi-câline, écoutons ce que nous dit cet agent de la paix. Est-ce qu'on a vu ce qu'a subi le collègue avant d'asséner le geste ultime, le geste fatal de défense? Voilà, on est donc bien sur un combo option tonfa réalisé par Cervantes dans Soul Calibur 13 ou 12, je sais plus. La conclusion de ce film, elle est très simple. Quand la police est pas républicaine, qu'elle est méchante et hors la loi, bah, c'est pas cool. Quand la police est gentille, tout roule. 2e conclusion, quand l'État est hors la loi et pas républicain et tout, bah, c'est pas cool. Mais quand l'État il est gentil, tout roule. Voilà, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao YouTube. Bye bye.